Bonjour, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui est pourtant bien réel, les technologies qui se connectent à notre cerveau. Et on va voir ensemble quelle infrastructure, assez discrète, est en train de se mettre en place. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par deux histoires, deux récits qui s'opposent. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, ou presque. C'est l'histoire très médiatisée de Nolan Arbaugh, le premier patient de Neuralink qui peut à nouveau jouer aux échecs simplement par la pensée. C'est l'image d'une technologie incroyable, une technologie qui libère. Et puis, il y a une deuxième histoire. Une histoire qui se déroule, elle, bien loin des caméras. Imaginez une souris qui réussit à s'orienter dans un labyrinthe qu'elle n'a jamais vu auparavant. Comment ? Tout simplement parce qu'on lui a implanté des souvenirs programmés sur une puce électronique. Là, l'histoire est un peu différente. Et cette dualité, ça nous amène à une question fondamentale. Pendant que notre attention est captivée par la promesse de pouvoir lire le cerveau, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel ? En coulisses, une convergence de technologies se met en place pour lire, oui, mais aussi pour écrire et pour identifier la pensée. Absolument. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première brique de cette infrastructure, c'est le logiciel. Et pour comprendre d'où ça vient, il ne faut pas regarder du côté de la Silicon Valley, non, mais plutôt du côté des laboratoires de la défense américaine. Oui, tout part de recherches financées par la DARPA, qui est, pour faire simple, l'agence de recherche et développement du Pentagone. Ils ont mis au point ce qu'ils appellent une prothèse de mémoire. L'idée, c'est de pouvoir contourner une partie du cerveau qui serait endommagée, l'hippocampe, pour former de nouveaux souvenirs. Le processus est, disons, assez direct. D'abord, on enregistre les signaux électriques de la mémoire à court terme, ensuite un algorithme les traduit en code de mémoire à long terme, et enfin on réinjecte, on stimule le cerveau avec ce code. Et ça marche, ce n'est plus de la théorie. Lors d'essais cliniques sur des humains, ce dispositif a permis d'améliorer la mémorisation d'événements jusqu'à 37%. Ce chiffre de 37%, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est une preuve de concept énorme. Ça veut dire que techniquement, c'est possible. Tout à fait. Et c'est peut-être cette phrase du chercheur principal, Théodore Berger, qui résume le mieux la situation. Il dit « C'est comme être capable de traduire de l'espagnol au français sans comprendre aucune des deux langues ». Ce que ça veut dire, et c'est fondamental, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre la conscience ou la nature d'un souvenir pour le manipuler. Il suffit de savoir craquer le code. C'est là que ça devient intéressant. Parce que, officiellement, l'objectif de ces recherches, c'est d'aider les soldats blessés, ceux qui ont des troubles de la mémoire. C'est la justification publique. Sauf que les documents de la DARPA, notamment ceux de leur programme N3, parlent très clairement d'une autre ambition. Aider les militaires en parfaite santé. L'idée à terme serait de pouvoir écrire des compétences tactiques directement dans le cerveau. En gros, de télécharger les savoir-faire pour réduire les temps de formation. Bon, on a le logiciel, maintenant il faut le matériel pour le faire tourner. Pour pouvoir écrire du code dans le cerveau, il faut une interface, une porte d'entrée. Et là, on quitte le monde militaire pour entrer dans une course commerciale effrénée. Et quand on dit interface cerveau-machine, évidemment, le nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk. C'est elle qui capte toute l'attention médiatique. Pourtant, des rapports assez récents montrent que leur technologie, qui est très invasive, fait face à des difficultés techniques majeures. Les fils de l'implant auraient tendance à se rétracter du cerveau. Exactement. Et pendant que tout le monde regarde Neuralink, un concurrent beaucoup plus discret, Synchron, est en train de prendre une avance stratégique considérable. Et ce tableau résume bien pourquoi. Leur méthode est radicalement différente. Pas de chirurgie à cerveau ouvert, ils passent par les vaisseaux sanguins via la veine jugulaire. C'est beaucoup moins invasif et surtout beaucoup plus scalable, c'est-à-dire plus facile à déployer à grande échelle. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec ce qu'on disait avant. Cette approche beaucoup plus simple de Synchron, eh bien, elle colle parfaitement avec les objectifs affichés de la DARPA. Eux, ils ne cherchaient pas une procédure ultra complexe pour quelques cas médicaux. Ils veulent une technologie simple à déployer sur des populations d'utilisateurs beaucoup plus larges. On parle potentiellement des squads entières de soldats qui pourraient par exemple contrôler des drones par la pensée. Ok, donc on a le logiciel pour écrire la mémoire, et on a le matériel qui se développe pour s'interfacer avec le cerveau. Il manque une troisième brique essentielle à tout système informatique, un système de connexion, un login. Et c'est là qu'un acteur qu'on n'attendait pas du tout ici entre en scène. Sam Altman, le patron d'OpenAI. Oui, la question peut paraître étrange, mais elle est très sérieuse. Pourquoi le créateur de ChatGPT, via son autre projet WorldCoin, s'est-il mis en tête de scanner l'iris de millions de personnes à travers le monde ? La réponse officielle, c'est pour créer une preuve d'humanité, un moyen de prouver qu'on est bien un humain et pas un robot IA. Sauf que, quand on creuse un peu, plusieurs enquêtes journalistiques et rapports d'ONG dessinent un portrait un peu moins reluisant.
Elles accusent le projet de cibler des populations pauvres et vulnérables avec des pratiques jugées trompeuses. La stratégie semble assez classique. On crée un problème, ici la prolifération des IA, et ensuite on vend la solution qui se trouve être un système d'identité biométrique centralisé et privé. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec tout le reste, car l'iris, ce n'est peut-être qu'une étape. L'identifiant biométrique ultime, le plus sécurisé, le plus infalsifiable, ce n'est pas le visage, ce ne sont pas les empreintes digitales, ni même l'iris. C'est la signature unique de notre activité cérébrale, en temps réel. WorldCoin pourrait donc bien être en train de bâtir l'infrastructure d'identification pour le jour où notre login ne sera plus notre œil, mais un simple ping d'authentification envoyé depuis notre implant cérébral. Bon, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. On a vu la capacité d'écrire des informations dans le cerveau, la course pour construire le matériel pour le lire et l'infrastructure pour vous identifier. Quand ces trois éléments convergent, les risques ne sont plus du tout théoriques. Le risque le plus immédiat, le plus spectaculaire, c'est ce que les experts appellent le brainjacking, le piratage cérébral. Des études en laboratoire ont déjà prouvé qu'il était possible pour un hacker de prendre le contrôle d'un implant pour manipuler les mouvements ou même les émotions d'une personne. Au-delà de ce risque de piratage individuel, il y a un risque bien plus large, un risque sociétal, celui d'une nouvelle fracture sociale, une inégalité cognitive. D'un côté, une élite neuro-améliorée qui pourrait s'acheter des augmentations cognitives, des modules de compétences, et de l'autre, le reste de la population avec des capacités naturelles. Et tout ça nous amène à la question finale, une question vertigineuse. Si nos souvenirs peuvent être patchés comme un simple logiciel, si notre identité est validée par une entreprise privée via notre cerveau, est-ce que nos pensées nous appartiennent encore vraiment ? Partout dans le monde, des gouvernements commencent à légiférer sur les neurodroits pour protéger notre liberté de penser. Mais ils passent peut-être à côté de l'essentiel. Comment protéger cette liberté si demain, pour participer pleinement à la société, il faut accepter les conditions d'utilisation et brancher son esprit au réseau ? Notre analyse s'arrête là, mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, à aimer et à vous abonner. À très bientôt.